deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, CSD, avocat, Willy Elfej Miaba, tout ça, consultant en marketing. Juste avant la pause, nous parlions donc de cette révision de la Constitution au Tchad. Et ma prochaine question sera la suivante. Donc on voit clairement un refus du pouvoir tchadien de se confronter finalement au vote populaire, au vote du peuple tchadien. Est-ce que le pouvoir est en train de réaliser qu'il y a effectivement des risques à aller vers ce référendum? Probablement. Et puis, vous savez, il y a deux choses aussi. C'est que l'opposition, malheureusement, n'a plus beaucoup de temps. Parce que le 30 avril se rapproche. Et là, en fait, on est dans les atermoiements. Et je serais effectivement d'avis sur le fait que le pouvoir, en fait, n'ait pas envie de suivre, on va dire, le chemin indiqué par la société civile en tant que telle. Déjà, parce que bon, on a quand même certains paramètres qui n'ont pas été abordés en toute sérénité. Quand vous avez une partie des acteurs qui désistent et qui ne participent même pas aux concertations, et ça soulève quand même pas mal de questions. Makaïla Gebla, alors on a vu donc le forum sur la réforme des institutions qui s'est tenu du 19 au 27 mars dernier. Le vote de la nouvelle constitution sera quant à lui soumis au vote à l'Assemblée nationale le 30 avril. La promulgation, puisque apparemment, voilà, c'est un petit peu le cheminement, est prévu début mai. On a là un calendrier extrêmement serré. Est-ce que les Tchadiens ont véritablement conscience, puisque, en tout cas, de ce qui va se jouer de cette nouvelle constitution, puisqu'on peut dire qu'il n'y a pas véritablement eu de débat? Il n'y a pas eu de débat. Et Willy a su bien le dire tout à l'heure, c'est qu'on est pris par le temps parce que c'est la volonté du pouvoir de prendre les gens des vitesses, et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, Zahra, c'est qu'on avait déjà, je pense en 1993, une constitution qui a tout tracé, effectivement, la forme de l'État, de conclusions très pertinentes, et à saluer. Et Déby a tout évacué, toutes ces recommandations dès la constitution de 1993 pour faire un forcing en 2005. Et comme l'a dit Willy, c'est qu'il a fait sauter les verrous de limitation du nombre de mandats en 2005 pour se représenter. Aujourd'hui, il va encore de nouveau rester en 2033. Et voyez-vous, c'est normal que l'agitation... Une remise à zéro à partir de 2021. Il met les compteurs à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le pays va être acquis totalement à lui. Et s'il partira, il va reléguer le pouvoir à son fils. Et son fils qui est aujourd'hui nommé ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes. Donc, on est dans une situation de dynastie. Et est-ce que jusqu'à quand les pays africains, est-ce que jusqu'à quand au Tchad ou bien un peu partout, que ce soit au Togo, un peu partout, que la pérennisation a vu des régimes quand même contestés par la volonté populaire? Je pense que ce qui est en train de se passer au Tchad doit interpeller l'ensemble des acteurs de l'Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale, tout le continent africain. Oui, alors, donc tout à l'heure, moi j'avais expliqué en toile de fond le mécanisme dans lequel le pouvoir tchadien essaye de faire cette révision et essaye d'aller vite. J'avais expliqué, entre autres, c'était pour des raisons de politique monétaire, puisque le Tchad, enfin du moins le président Déby, est engagé dans cette bataille anti-CFA. Mais il y a autre chose, bien entendu. Le pouvoir corrompt, le pouvoir, une fois qu'on y est, surtout en Afrique, on a du mal à se retirer. Et donc, je pense que l'opposition tchadienne devrait plutôt se battre, puisque maintenant elle a l'onction de l'Église, se battre pour la limitation du mandat sur ce point précis. Parce que l'opposition ne peut pas empêcher la révision en tant que telle en l'état actuel. Donc la bataille devrait se dérouler plutôt, au lieu de boycotter les travaux parlementaires, l'opposition devrait plutôt investir le champ parlementaire et dénoncer... Vous reprochez tout à l'opposition maintenant? Non, je ne reproche rien. Vous ne reprochez pas à l'opposition tchadienne, à la société civile, les gens au contraire de lui donner un piston. Alors, il faut que l'opposition... Face à ces régimes, il n'y a pas de piston maintenant. C'est un régime militaire. Il faudrait que l'opposition dénonce justement l'absence de limitation du mandat présidentiel et qui se profile à l'horizon. Ça c'est une bataille qui sera populaire. Mais on ne peut pas tout rejeter en blanc. C'est ce que je voulais dire. Ce que je conteste, Zahra, c'est que le début aujourd'hui omniprésent à tous
toutes les étapes effectivement des institutions. Il est le ministre de la Défense, il est le Conseil suprême des armées, il est un peu partout. Et donc aujourd'hui, amender cette constitution, c'est renforcer davantage un pouvoir qui va rester à vie dans un pays où les gens ne veulent pas de ces pouvoirs qui a fait déjà 28 ans. Et nous pensons qu'il est temps que les gens sachent raison garder sur la question du Tchad et avoir une lecture beaucoup plus saine et aider les Tchadiens à s'en sortir de ces cycles effectivement infernal. De quelle marge de manœuvre dispose l'opposition? L'opposition, la marge de manœuvre est totalement réduite. Elle est totalement réduite du fait du timing, hein, parce qu'il est question du 30 avril. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le président Idriss Déby a demandé à ce que tout soit bouclé pour mi-mai. Donc bon, je pense que les chances s'amenuisent et que... Et c'est là où je vais à se le dire, c'est que Maître n'a pas une lecture beaucoup plutôt conciliante par rapport à ce qu'il appelle l'opposition à limiter le nombre de mandats. Or, aujourd'hui, l'opposition est complètement marginalisée, atomisée dans un pays. Non, alors, ce que j'ai compris dans les propos de Maître Osé, c'est finalement de dire que l'opposition ne devrait pas boycotter les travaux, mais au contraire participer. Mais elle n'a pas le choix, parce que face à cette situation, le timing est très très restreint, qu'elle ne peut pas... Qu'est-ce qu'on fait en même temps, la politique de la chaise vide ne paye pas. Si vous ne participez pas aux travaux, vous ne faites rien, le projet il passe dans tous les cas. Oui, voilà. En même temps, je n'ai pas non plus perçu que le pouvoir voulait lâcher du lest sur certaines on va dire des prérogatives qui sont prévues dans le cadre de cette constitution. Donc la négociation dont vous parlez, oui, mais bon, on est beaucoup plus dans l'utopie, à mon sens. Oui, mais il faut quand même essayer de poser la négociation. Je pense qu'il faut donner raison à la conférence épiscopale des évêques tchadiens qui a su interpréter et lire de façon objective cet article et qui s'est opposé. Et donc, avec elle, je pense que les autres structures, tous les segments du pays pourront quand même adhérer à cette position. Le problème, c'est que l'Église... empêcher Idriss Déby à ce qu'il ne passe à un cinquième forcing des passages dans cette Le problème, c'est que l'Église ne fait pas de politique. L'Église est là... Elle est obligée de faire la politique dans un pays, parce que la prise de position de l'Église est quand même courageuse. Si vous permettez, l'Église ne fait pas de politique, l'Église impulse des idées, et donc l'opposition et la société civile devraient effectivement s'emparer. Elle a vu venir une menace, mais c'est ce que l'Église fait en RDC. Oui. L'Église fait une opération coup de main, et l'opposition et la société civile devraient s'appuyer sur ce coup de main pour effectivement investir la bataille politique au Parlement, partout, expliquer, au lieu de s'accrocher simplement au refus, il faut imposer le dialogue politique à Idriss Déby. Il faut lui imposer le dialogue politique. Merci Zahra. Depuis toujours, on a réclamé ce dialogue politique inclusif avec Idriss Déby qui rassemblerait l'opposition démocratique, qui rassemblerait l'opposition armée et également la société, et y compris la diaspora. On a l'impression qu'Idriss Déby a toujours fait la sourde oreille et qu'il fait ce qu'il veut. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas le choix que de nous opposer par nos idées et de manière la plus pacifique, et en appelant également à la communauté internationale à savoir quand même prendre une position très responsable sur le Tchad. Donc au jour d'aujourd'hui, l'opposition tchadienne compte plutôt sur un positionnement de la communauté internationale pour appuyer la mobilisation. Tout à fait. Il y avait le représentant, justement, il y avait le représentant des Nations Unies, François Loussini-Sall, ancien Premier ministre de la Guinée, qui s'était rendu au Tchad, mais on n'a pas apprécié sa démarche. Et ce qui fait que l'opposition tchadienne et la société civile pense qu'elle est légaliste, elle est démocrate, elle est pacifique. Elle pense que la communauté internationale doit jouer sa partition. Et nous pensons également, nous adhérons à la position de l'opposition tchadienne et de la société civile tchadienne, et y compris de la diaspora tchadienne, qui sait pas. J'appelle effectivement, j'informe également que nous allons organiser à Paris une grande manifestation d'ici samedi pour contester cette démarche. Merci beaucoup à tous les trois. On passe à une toute autre actualité dans le grand angle. Et après des envolées records, l'inflation est à son plus bas niveau en Afrique du Sud. La hausse des prix à la consommation s'est ainsi ralentie à 3,8% en mars, du jamais vu depuis 7 ans. Une tendance à la baisse qui cadre alors avec la fourchette de 3 à 6% que se sont imposées les autorités sud-africaines. Explication Gladys Mamba.
3,8%. C'est le taux d'inflation le plus bas enregistré par l'économie sud-africaine depuis 7 ans. Cette tendance se situe dans le bas de la fourchette de 3 à 6% fixée par la Banque centrale. Il s'agit de la conséquence directe de l'atténuation de la sécheresse qui a longtemps touché les productions agricoles. Les résultats meilleurs que prévus en matière d'inflation au cours de ces derniers mois renforce les arguments en faveur d'une politique monétaire accommodante. Cette nouvelle baisse enregistrée en mars 2018 devrait stimuler une réduction des taux directeurs par la Banque centrale et remettre sur les rails l'économie sud-africaine, entrée en récession en juin 2017. Les autorités sud-africaines misent désormais sur une stabilisation du niveau de l'inflation à 5% d'ici à 2020. Oui, dans l'immédiat, il y a eu la baisse du taux directeur de 6,5% de la Banque centrale, ce qui permet aux banques d'accorder des facilités de crédit à un taux moindre et aux entreprises d'emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt moindres, espérant ainsi relancer justement les investissements et la production économique. L'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa en février 2018 a su rassurer les investisseurs. Un regain de confiance qui s'est traduit par une appréciation du rand d'environ 10% par rapport au dollar, une première depuis 2015. Amélioration donc de l'inflation et du côté de la monnaie nationale, le rand, il s'est apprécié de près de 10% face au dollar depuis le mois de décembre. Selon la Banque mondiale, le PIB a quant à lui devrait progresser de 1,4% en 2018. Willy Elfage, est-ce que cette embellie sur l'économie sud-africaine est partie pour durer? Écoutez, c'est déjà une très bonne chose et il faut aussi donc revenir sur le fait que l'arrivée de M. Ramaphosa y est de beaucoup puisqu'il a réussi quand même à rassurer un certain nombre d'investisseurs. Et après, par contre, il faut être prudent, notamment en ce qui concerne l'inflation. Là, on enregistre une baisse qui est assez considérable, du fait justement de la diminution de la sécheresse qui a causé quand même pas mal de dégâts au niveau de la production agricole. En revanche, je pense qu'effectivement, on est sur la bonne voie dans la mesure où déjà, donc quand je regarde dans le budget, le premier budget de Cyril Ramaphosa, on voit qu'il augmente la TVA. Ça, c'est une bonne chose puisque son objectif principal, c'était d'une part de réduire le déficit. Mais justement, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur l'inflation? Non. Alors, ça va avoir une incidence sur l'inflation, oui, mais ça va rassurer les investisseurs. Donc, de part et d'autre, on a un Roland qui va avoir lieu. Donc, non, je pense que c'est bien parti. Maintenant, il faut juste conserver cette confiance et aussi relancer la production. Là, on a les taux directeurs, on a vu qu'ils sont quand même redescendus. 6,5%, c'est pas mal. Les entreprises aujourd'hui ont besoin d'argent, les consommateurs ont besoin de se financer. Donc, je pense que oui, il y a de quoi être optimiste. Makaïla Gebla, de quoi être optimiste? Je pense que nous, l'Afrique du Sud sort d'une crise politique majeure, notamment l'affaire Zuma, qui est réputé quelqu'un de corrompu et qui a été destitué par la volonté de l'ANC. Et Cyril Ramaphosa, comme disait Willy, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa transparence, pour sa bonne gestion. Je pense que un technocrate. Un technocrate, effectivement, réputé. Et il va de l'intérêt de l'Afrique du Sud. Cette inflation pourrait quand même aider l'Afrique du Sud à trouver sa place quand même je dirais de rouleau compresseur, non seulement en Afrique centrale mais aussi dans l'ensemble des continents africains. Et c'est important d'observer de plus près cette inflation. Maître Zé. Oui, alors vous aviez dit à l'instant Cyril Ramaphosa un technocrate, et je dirais non. Ramaphosa est d'abord, avant tout, un militant politique qui fait partie de ce que j'appelle la deuxième génération des cadres de l'ANC, dans la suite de Steve Biko et les autres. Ce sont des enfants de Mandela. Politiquement parlant, et il s'est rendu, à un moment donné, il s'est rendu compte que la lutte était longue, la route était longue devant eux pour briser l'apartheid, et qu'il fallait en avoir les moyens. Alors, qu'a-t-il fait? Il s'est retiré de la politique, il a fait une pause, il a été chercher les moyens, il s'est mis dans les affaires, et ça, c'est un message fort pour la génération actuelle africaine qui veut se lancer en politique. Il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, il a fait du business. Aujourd'hui, il fait partie des hommes politiques les plus riches, des hommes d'affaires les plus riches
en Afrique du Sud, avant de se relancer, de se repositionner au sein de l'ANC. Et donc, il est devenu incontournable, parce qu'il a le pouvoir économique et financier, lui-même, personnellement, avant de réinvestir le champ politique. Oui, effectivement, il y a de quoi être optimiste, parce que voici un militant qui s'est retiré, qui a été chercher les moyens et qui est aujourd'hui respecté par tous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires en Afrique du Sud et dans le monde. Et donc, son arrivée au pouvoir va provoquer une espèce de ferveur autour de sa personnalité, compte tenu de son parcours politique, économique et financier. Et donc ça donne de quoi rêver. Et donc c'est possible que l'Afrique du Sud reprenne effectivement le rang qu'elle mérite sur la scène internationale au plan économique et financier. Alors, ceci dit, l'économie sud-africaine souffre encore d'un certain nombre de problématiques liées à sa structure même. Mais à sa structure, liée effectivement à l'exclusion dominante qui a caractérisé l'Afrique du Sud et l'histoire même de l'Afrique du Sud. Vous savez, récemment, il y a 2 ou 3 jours, quand Winnie Mandela a été décédé, j'ai entendu dans les médias internationaux la préoccupation d'une composante négro-africaine qui estime être toujours lésée dans une Afrique du Sud qu'on appelait au début égalitaire. Donc je pense que la question reste quand même dominante et Cyril Ramaphosa, comme tu l'as dit, vu son parcours, vu son background, vu effectivement son positionnement dans l'échiquier politique sud-africain, pourrait relever ces défis que nous attendons tant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la personnalité, le personnage même de Cyril Ramaphosa est un bon point déjà pour l'Afrique du Sud de manière générale et pour l'économie encore plus, puisqu'on a vu effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, qu'il est respecté et il rassure. Donc ça, c'est pas mal pour la stabilité. Et puis après, le deuxième chantier, c'est effectivement essayer de pondérer un peu cette situation sociale qui était le rêve d'un de ses leaders, mais qui malheureusement persiste encore, car il faut le rappeler que la communauté blanche qui est encore possède encore la plupart des richesses sud-africaines. Donc ça, c'est un point aussi à analyser, mais bon, faisons confiance à ce monsieur qui montre certaines velléités et puis... Juste un additif pour dire que la croissance est à 1,8% quand même. Oui, donc, et puis sur l'augmentation de la TVA à 15%, nous sommes dans un pays, en France, où la TVA est à 20%. Bon, on va dire que ce n'est pas des situations comparables, je veux bien, mais en tout état de cause, le consommateur sud-africain comprendra tout à fait son président Ramaphosa en se disant, bon, allez, on va faire un petit effort, parce que rien ne se fait sans le minimum de sacrifice. Donc ça, c'est un sacrifice que tout le monde comprendra, et ce n'est pas excessif. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.